Bonsoir à toutes et à tous. Vous le savez, puisque vous avez vu les informations, cette rencontre, ces échanges sont organisés en partenariat entre le comité du mouvement de la paix du pays d'Apt, qui est né il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, à l'initiative de Madame Françoise Cobin, qui ne sera pas là ce soir, puisqu'elle a glissé dans son jardin et bon, elle est immobilisée, elle ne peut pas se déplacer, mais nous la saluons bien sûr à travers des paroles, dans le comité du mouvement de la paix du Pays d'Apt et en partenariat avec le Cercle Condorcet du Pays d'Apt, que certains connaissent, puisque beaucoup d'entre vous participent à ces conférences. Il est arrivé. Il est arrivé. Monsieur le maire, donc bienvenue, bonjour. Merci de nous accueillir généreusement dans cette salle. Monsieur le maire, j'adore. Donc avant de lancer le thème, peut-être si vous voulez dire un mot de bienvenue. Pas trop long. Désolé, j'étais tombé sur la route et c'était un peu long pour venir de partout. Bonsoir à tous, je suis ravi que vous soyez venus si nombreux. Je pense que c'est une conférence qui touche dans la période où l'on vit actuellement. J'avais lu L'art de la guerre et je n'avais pas lu L'art de la paix, donc je me suis un peu penché et je me languis de savoir les arguments que vous avez mis dans votre livre, comment vous allez nous les partager, et notamment avec les événements que l'on vit actuellement. Donc voilà, je ne dévoilerai pas le livre, mais c'est vrai que le regard s'isoler des dirigeants plutôt et parler avec les peuples me convient pas mal. Mais est-ce que c'est faisable? Donc voilà. Bienvenue à Beaulieu, j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Et n'hésitez pas à poser ces questions et repartir un peu plus enrichi culturellement ce soir. Merci à vous. Bonne soirée et encore mes excuses. Merci, monsieur le maire. Avant de repartir, je précise, monsieur le maire ne l'a pas dit, que la commune offre un petit apéritif. C'est quand même important, au cours duquel on pourra prolonger de manière plus intime les échanges. Bon, merci. Monsieur Bertrand Badi, donc, dont je me réjouis de la présence parmi nous, au creux du guide du Luberon. C'est quand même à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir ici et maintenant. Surtout, comme l'a dit monsieur le maire, sur un thème qui est vraiment très particulier, très prégnant. Vous êtes donc professeur émérite à Sciences Po Paris et vous faites partie de ces grands Quoi géopoliticiens. Ça c'était pour me provoquer. Tout à fait. Vous voyez, je suis calme. D'accord, c'est raté. En fait, on avait convenu un peu de jouer le sketch. Bon, je expliquerai si vous le souhaitez vos activités, vos domaines de compétences qui sont très larges. Donc, le thème de la conférence, c'est dans une situation qui est, ça a été rappelé par monsieur le maire, très compliquée, très conflictuelle, où les guerres se répandent à travers le monde, et en Europe également, et en Palestine, enfin je ne vais pas les citer toutes. La question qui nous est posée, c'est comment penser la paix, penser avec un E, à la limite on aurait pu mettre un A aussi, penser la paix. Comment penser la paix, mais comment penser la paix au XXIe siècle. Et si on a ajouté au XXIe siècle, c'est pas anodin. Parce que penser la paix au XXIe siècle, c'est pas comme on aurait pu penser la paix au XVIIe, au XVIIe, même au XXe. Et il ne s'agit pas simplement de penser la paix, mais de faire la paix. Et vous avez vu sur les affiches que nous avons mis le mot faire entre guillemets. C'est-à-dire construire la paix, évidemment, qui est un impératif pour l'humanité. Et c'est là que va intervenir cette notion magnifique, l'art de la paix, qui a fait l'objet, effectivement, ça a été rappelé, d'un ouvrage de M. Badi, dont maintenant il va nous parler s'il le souhaite. Ah bah bien sûr, sinon je ne serais pas venu. Hein. Parce que ça ferait du bruit sinon. Installez votre micro comme vous le souhaitez.
Et on rallume. Voilà. Bien, je suis d'abord très heureux de vous trouver en si grand nombre. C'est une belle surprise pour moi ce soir dans ce beau pays que je découvre. Je connaissais comme un peu tout le monde sa partie occidentale, la partie occidentale du Vaucluse. Je ne connaissais pas la partie orientale. Et voyez, parmi les nombreux cadeaux que je reçois ce soir, outre votre présence et votre amitié, la possibilité de connaître et d'être si bien accueilli. Merci, merci beaucoup et je suis très touché. Alors, on va parler de la paix ce soir. Rassurez-vous, il n'y a aucune utopie. L'utopie, c'est la guerre. Et je voudrais vous montrer que la réalité profonde, c'est la paix. Mais faisons un petit détour pour comprendre cette phrase mystérieuse et peut-être un peu provocante. Le début de mon histoire personnelle, dont je dois vous parler à travers mon livre, c'était il y a pratiquement un an. Il y a pratiquement un an, je reçois un coup de téléphone de la directrice de Flammarion, Sophie de Closet, qui me dit « Écoutez, depuis des décennies et des décennies, le best-seller chez Flammarion, c'est L'Art de la guerre. On aimerait que vous écriviez L'Art de la paix. » Alors, je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé après. Je crois que je suis tombé de ma chaise, que je lui ai raccroché au nez, tant cette proposition me paraissait complètement fantasque par rapport à ce que je suis et par rapport à ce qu'est l'enjeu de la paix. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais il y a une piste quand même. Et je voudrais que nous partions de cette piste. Cette piste, c'est cette étrangeté. Quand vous vous promenez dans les librairies, dans les bibliothèques, que vous fouillez les bibliographies, vous découvrez des dizaines, des centaines d'ouvrages consacrés à la guerre. La guerre d'hier, la guerre de demain, la guerre d'avant, la guerre d'après. Sommes-nous prêts pour la guerre? Allons-nous faire la guerre? La guerre va avoir lieu, la guerre va pas avoir lieu, la guerre a eu lieu, la guerre aura lieu, la guerre à droite, la guerre à gauche, la guerre derrière, la guerre devant. On nous parle de l'avant-guerre, de l'entre-deux-guerres, de l'après-guerre. Mais il n'y a pratiquement aucun ouvrage sur la paix. C'est quand même bizarre. Et effectivement, j'ai été vérifié, c'est ce que doit faire tout auteur quand il commence à travailler sur un sujet, de voir ce qui a été dit et écrit. J'ai été voir même la bibliographie des savants de ce monde, c'est-à-dire les anglo-saxons. Il y a dans le monde anglo-saxon une discipline qui s'appelle les Peace Studies, alors qu'en France ça n'existe pas, les études de la paix, mais il n'y a pratiquement pas d'ouvrage sur la paix. Et quand on regarde les Peace Centers ou les Peace Studies, sur quoi travaillent-ils? Sur la guerre. Et donc, il y a là quand même quelque chose de profondément énigmatique qui m'a soudain motivé. Et je me suis mis devant mon clavier un 1er avril, c'était une provocation, et j'ai fini ce livre le 30 avril, c'était une autre provocation. Je l'ai écrit en un mois, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais un peu fou, et c'est ce qu'il faut faire pour écrire un livre. Et j'avais besoin de dire quelque chose. Et j'avais besoin surtout de répondre à cette question et de résoudre cette énigme. Pourquoi ne parle-t-on jamais de la paix? Pourquoi? Eh bien, j'ai très vite compris quelque chose. C'est que, pardon mesdames et messieurs, mais le mot paix, dans notre histoire européenne, qui, au courant du XIXe siècle, est devenue notre histoire euro-américaine, la paix, comme idée, comme concept, n'a jamais existé. En fait, il n'a existé et il n'existe aujourd'hui que la non-guerre. C'est-à-dire, la paix n'est définie qu'en creux. La paix n'est définie que comme étant l'absence de guerre. Et c'est bien la guerre qui est centrale. Et c'est ce qui m'amène à vous dire et à développer un peu plus tard cette idée fondamentale que la paix, c'est beaucoup plus que la non-guerre. La non-guerre, c'est un tout petit morceau de la paix. Et il y a toute une matière mystérieuse
qui va au-delà de la négation de la guerre. Et avant de tenter d'explorer cette richesse sémantique complètement abandonnée de la paix, arrêtons-nous sur cette idée de non-guerre. Eh bien, j'ai découvert cette chose douloureuse, moi qui suis un biculturel, un demi-français de papier, puisque mon père n'a pas eu le privilège d'être un Français de souche, mais venait de ce que Dalida appelait cet homme des sables, de ces prairies sans arbres. Eh bien, je me suis aperçu que dans le pays de ma mère, le dieu fondateur, c'est le dieu Mars. Rappelez-vous que le dieu Mars, c'était le papa de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Et il y a cette antériorité culturelle et cultuelle de la guerre par rapport à la paix. Et le mot paix, pax, est un mot bizarre, parce que si on travaille sur l'étymologie de pax, pax renvoie à pactum, c'est-à-dire à l'idée de transaction. Alors que je vous montrerai, ou j'essaierai de vous montrer tout à l'heure, que la paix, c'est beaucoup plus qu'une transaction. C'est un état, c'est un être. Et en cette période où on nous parle de négociations, de compromis territoriaux, vous voyez de qui je veux parler, ou de liquidation d'un peuple, vous voyez de qui je veux parler aussi, on ne se rend pas compte que tout cela ne s'accorde pas à cette vraie paix qui est cachée. Alors, un jour, j'ai été faire une conférence à Conakry. Et je disais cela, c'était bien avant l'écriture de ce livre, mais incidemment, dans un exposé qui portait sur la théorie occidentale des relations internationales, je parlais de cette paix comme non-guerre. C'est d'ailleurs la définition que Raymond Aron donnait de la paix. La paix, disait-il, n'est qu'un entre-deux-guerres. Et un étudiant, Peul, qui était au premier rang, s'est levé tout d'un coup et m'a dit « Oh, dis donc, ça va pas ». Enfin, il ne m'a pas parlé comme ça, mais en fait, je sentais que c'était ce qu'il avait envie de me dire. Chez nous, chez les Peuls, la paix, c'est pas la non-guerre. Chez nous, en langue poulard, la paix, c'est la santé sociale du groupe. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que nous nous éloignons de la définition en creux, de la définition en négatif. Voilà tout d'un coup une vision positive de la paix qui apparaît. Et du coup, j'ai interrogé mes collègues africanistes et spécialistes de différentes cultures d'Asie. Et j'ai appris que pour les Haoussa, cette peuplade du nord du Nigeria, de la partie musulmane du Nigeria, la paix, c'était aussi la santé sociale du groupe. Alors, il y avait probablement communication entre les Peuls et les Haoussa, qui sont très proches. Mais continuons. En arabe, salam, c'est la santé et la paix. C'est la santé. Chez nous, la paix, c'est la transaction. Dans le monde arabe, salam, et qui dérive en shalom dans la langue hébreu, c'est la santé également. Et un ami sinologue me dit, mais l'idéogramme en chinois pour la paix représente une femme sous un toit, assise sous un toit. Alors certains ont dit c'est du machisme, d'autres ont dit c'est du féminisme, c'est ni l'un ni l'autre. Et là l'intuition me paraît forte, elle n'est pas de moi, hein, rassurez-vous, la paix, ce serait l'intégration, comme la cellule familiale est l'expression de cette intégration. Alors vous voyez, nous avons deux perspectives déjà, la paix comme santé, la paix comme intégration. C'est beaucoup plus ambitieux que la paix comme non-guerre. Mais alors, la grande question, mesdames et messieurs,
pardonnez-moi, vous allez passer 10 mauvaises minutes, parce que ce que je vais vous dire n'est pas agréable, donc veuillez regagner votre siège, attacher et ajuster votre ceinture, il va y avoir des turbulences. Pourquoi ? Essayons de comprendre cet attachement propre à notre histoire, j'aime mieux dire notre histoire que notre culture, pour ne pas essentialiser les choses, à notre aventure euro-américaine. C'est que la guerre, à mesure qu'on a inventé notre modernité politique, s'est imposée comme fonctionnelle, comme utile. Et ça, c'est notre pathologie d'origine, si nous prenons en compte cette séquence de notre modernité politique. Pourquoi ? Alors, il y a un très grand philosophe, mais pardonnez-moi de vous dire que je le tiens aussi pour un méchant homme, qui est l'inventeur de notre philosophie politique moderne, l'anglais Thomas Hobbes. Vous savez, Thomas Hobbes a une drôle d'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire personnelle, mais il faut toujours faire le détour par le profil de la personne. Maman Hobbes était enceinte en 1588 quand Philippe d'Espagne avait lancé l'invincible armada vers l'Angleterre. Et maman Hobbes avait une peur panique de cette invasion probable. Et elle a eu une peur tellement panique qu'elle a accouché d'un prématuré. C'était le petit Thomas Hobbes, né après 6 mois et demi de gestation. C'est un miracle, il a survécu. Et les psychanalystes qui se sont penchés sur ce cas très intéressant nous disent qu'il a été obsédé par la peur. Il faut comprendre ce statut exceptionnel de la peur dans notre histoire politique moderne, c'est-à-dire notre histoire post-médiévale. Et surtout que la peur du petit Hobbes, elle a augmenté 2 ans après, le père Hobbes quittait le foyer. Et puis, à peine avait-il 30 ans que s'est déclenchée la guerre la plus meurtrière en Europe, la guerre de 30 ans. Et peu de temps après, la guerre civile en Angleterre qui a valu la décapitation du roi Charles Stuart. Donc cet homme partait de l'idée que ce qui est premier, ce n'est pas la coexistence, comme le disait sagement Aristote. Ce qui est premier dans l'anthropologie de cette Europe en formation, c'est la sécurité. Ce dont cet homme a toujours été privé. Il considérait que la fonction du politique, ce n'était pas la coexistence, assurer la coexistence, mais c'est assurer la sécurité. C'est du Retailleau avant la lettre. Ah mais c'est du Retailleau dans le texte même. Et mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur la nature ambiguë et diabolique du concept de sécurité. Car il y a dans la sécurité 3 poisons. Il y a d'abord la méfiance structurante. Je demande la sécurité parce que j'ai peur de mon voisin. C'est parce que mon voisin ne m'inspire ni confiance ni désir de coopération, mais crainte et inquiétude. Deuxièmement, et deuxième poison, parce que je considère que me protéger de cette menace suppose que j'exprime ma force et ma puissance. C'est ce que la science politique anglo-saxonne, américaine, en réalité états-unienne, appelle le power politics. Et troisièmement, c'est l'idée que pour éviter la guerre perpétuelle, il y a un seul moyen, c'est l'équilibre de puissance. Si je me sens plus fort que monsieur, je vais aller lui piquer sa veste. C'est rationnel, c'est logique. Ce serait irrationnel de ne pas le faire. Si maintenant je me sens plus faible que ce monsieur, je vais craindre qu'il vienne voler ma propre veste. Et donc, pour qu'il n'y ait pas la guerre perpétuelle, il faut que nous soyons de puissance équivalente. Parce qu'à ce moment-là, une initiative de sa part ou de ma part se révélerait plus coûteuse que productive. Et c'est là
qu'a été inventé le concept clé de balance of power. Je le dis en anglais, c'est important. C'est-à-dire d'équilibre de puissance. Eh bien, à partir de là, tout a été dit. Tout a été dit parce que Hobbes va finalement, dans une pensée très mécanique, Dieu n'existe plus pour Hobbes, ce qu'il faut, c'est équilibrer tous ces humains entre eux, donc leur assurer le maximum de sécurité, donc considérer qu'ils sont en situation permanente de guerre potentielle, et c'est là le poison, j'y reviendrai, d'accord ? Et que donc la seule façon d'assurer cette sécurité, c'est que les individus, les humains que nous sommes, nous abandonnions une part de notre liberté contre de la sécurité. Entre les mains de qui ? Qui va assurer cette sécurité ? Le souverain. Mais attention, attention, je vous dis à 7h-3 quelque chose de fondamental. C'est que si, véritablement, la condition de ma sécurité, c'est la souveraineté, ça veut dire que le jeu international n'est rien d'autre que quoi ? Une compétition entre souverains. Je vous montrerai tout à l'heure que les relations internationales peuvent être autre chose qu'une compétition entre souverains. Si c'est une compétition entre souverains, et que ces souverains ont des différends entre eux, qui va résoudre leurs différends ? Puisqu'ils sont souverains, ils ne sont sujets à aucune loi commune, et vous voyez comment le droit international est méprisé aujourd'hui. Donc, s'ils sont souverains, ils n'ont pour régler leurs problèmes entre eux qu'un seul instrument, qu'un seul moyen, la guerre. Et voilà comment la guerre est devenue au centre du monde. Voilà comment, paradoxalement, mesdames et messieurs, la guerre est considérée comme le premier garant de sécurité. Et voilà comment, par ailleurs, la guerre est le seul instrument capable de gérer les relations entre États souverains. Eh bien, hélas, ça a marché. C'est-à-dire que la guerre, pendant 3 siècles, a parfaitement accompli ses fonctions. La guerre a permis à l'État de se construire. La guerre a permis à l'État de se doter de l'impôt. La guerre a permis à l'État de se doter de bureaucratie. La guerre a permis à l'État de se doter d'une armée qui était son socle et qui le reste. La guerre a permis à l'État de mobiliser et de contrôler ses citoyens, de leur réclamer allégeance absolue. La guerre a permis aux plus forts ou aux plus rusés de gagner des territoires, de renforcer ses ressources, d'accroître son prestige. Bref, la guerre a été fonctionnelle. Eh bien, pour vous montrer que parler de la paix n'est plus une utopie, je voudrais vous dire, à 7h, 19h pile, ce qui est l'argument central de ce livre, c'est que les choses se sont retournées. Car depuis 1945, la guerre n'est plus fonctionnelle, la guerre n'accomplit plus les fonctions qui lui étaient assignées, et que la paix est devenue beaucoup plus rationnelle et utile. Alors vous allez me dire, donc c'est fini ? Hélas non, c'est beaucoup trop compliqué, parce que la contradiction, c'est que, comme je vais vous l'expliquer dans un instant, depuis 1945, la guerre ne fonctionne plus, mais les titulaires du pouvoir politique ont plus que jamais besoin de la guerre pour assurer leur propre survie. Nous vivons au centre de cette contradiction, d'une guerre devenue dysfonctionnelle, mais dont le pouvoir politique a besoin pour se pérenniser. Et ceci nous introduit à ce monde nouveau où les véritables garants de la paix se trouvent dans les dynamiques sociales, dans les peuples, dans les sociétés, dans les consciences individuelles et collectives,
alors que la guerre va se nicher dans les vestiges du pouvoir politique. Alors on va y aller. D'abord, pourquoi la guerre ne fonctionne plus? Depuis 1945, le très grand institut, le Peace Research Institute of Oslo, le PRIO, a dénombré 500 guerres. C'est un record. Alors évidemment, c'est normal, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'États, donc c'est normal que le nombre de guerres vienne à augmenter. Mais ce n'est pas la seule explication. La guerre devient la routine d'un pouvoir politique asphyxié. Tous ceux qui sont à bout de leur souffle politique, un Netanyahou en Israël, un Poutine en Russie, ont besoin, ou un Kagame au Rwanda, ont besoin de la guerre. Donc, celle-ci devient de plus en plus nombreuse, de plus en plus fréquente, de plus en plus destructrice, de plus en plus meurtrière, de plus en plus coûteuse en vie humaine, mais aussi en ressources financières. Et pourtant, je mets ce public au défi de me trouver une guerre qui, depuis 1945, a accompli les fonctions qu'elle s'était assignées. La guerre devient afonctionnelle, voire dysfonctionnelle. Elle a aussi changé de nature. Les seules guerres qui sont clairement gagnées sont des guerres asymétriques, par des peuples contre des États. Et ce sont les guerres de décolonisation. Eh bien, dans cette transformation du paysage, sur laquelle peut-être tout à l'heure on aura l'occasion de revenir, il faut comprendre que cette perte de fonctionnalité de la guerre correspond probablement à 3 facteurs. Le premier, c'est que la décolonisation, qui est un événement important qu'on n'étudie pas assez, parce qu'en principe, on n'a même pas le droit de l'étudier, vous savez, le décolonial, le postcolonial, la décolonisation, vous risquez l'apologie du terrorisme, si vous en parlez. C'est devenu quelque chose de peu fréquentable. Et pourtant, la décolonisation a inventé, à partir de 1945, il faudrait dire à partir de 1947 d'ailleurs, 1946, il y a déjà eu la guerre de décolonisation aux Philippines, enfin ça n'a pas été une véritable guerre. La décolonisation a marqué un tournant fondamental dans l'histoire de l'humanité, qui a été la victoire du faible sur le fort. Depuis Adam et Ève, ça ne s'était jamais produit. C'est-à-dire, le faible gagne désormais sur le fort. Il n'y a pas une guerre de décolonisation qui a été gagnée par la puissance coloniale. Ça dure, ça peut durer très longtemps. Celle de Palestine dure depuis près de 80 ans aujourd'hui. Pas tout à fait, mais 77 ans en tous les cas. Mais il n'y a pas d'exemple d'échec de celle ou celui qui cherche l'émancipation face à la puissance de domination. Ça, c'est un phénomène qu'il faut analyser de manière très précise. Et se demander pourquoi le phénomène s'est prolongé au-delà des guerres de décolonisation stricto sensu. Pourquoi les États-Unis ont perdu toutes les guerres depuis 1945, à la petite exception des guerres menées sous mandat des Nations Unies, comme par exemple l'opération Tempête du désert en 1991. Eh bien, derrière tout ça, il y a un sujet, moi, qui me passionne, mais qui est très difficile à analyser, qui est l'apparition, l'avènement de l'énergie sociale dans le jeu de la conflictualité internationale. Le canon marche, fonctionne contre le canon, ne fonctionne pas contre l'énergie sociale. D'où vient cette énergie sociale? D'où vient le fait que, par cette énergie sociale, le plus faible emporte sur le plus fort? C'est une grande question, mais en tous les cas qui pose la fin du modèle hobbésien et qui pose la fin de cette fonctionnalité de la guerre dans le modèle classique. Pensez,
pour mon livre prochain, je travaillais sur les bombardements du Cambodge. 2 700 000 tonnes de bombes ont été lâchées sur le Cambodge, ce qui a permis au Khmer Rouge de gagner. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a là tout un mystère qui annule le power politics, la capacité de la puissance. Et c'est un phénomène, il faut être modeste face à cela, parce qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication toute faite. Il y a des suppositions, je vous parlais d'énergie sociale, mais le cheminement de l'énergie sociale à travers des mécanismes d'identification des individus à des causes, d'inefficacité croissante de la puissance, tout ça, ça mérite d'être étudié de manière très très précise. Le deuxième élément, c'est bien entendu la chute du mur. La chute du mur, nous sommes en novembre 1989, mais ça n'a pas été le moment le plus fort. Le moment le plus fort, c'est 2 décembre 1989. 2 décembre 1989, le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, rencontre le président des États-Unis, George H. Bush, en rade de la Valette, dans un bateau de guerre américain. Et là, Gorbatchev dit à Bush quelque chose qui a fait remuer Hobbes dans sa tombe. Gorbatchev dit « Eh bien, l'URSS n'est plus intéressée à la compétition, n'est plus intéressée par la compétition avec l'Occident. » C'est la première fois que dans un jeu diplomatique, l'idée de compétition, vous vous rappelez, je vous parlais tout à l'heure de compétition entre souverains, se trouve annulée. Gorbatchev, qui a été très maltraité par ses contemporains et probablement par l'histoire, avait eu la prémonition que nous entrions dans un monde qui n'était plus celui de la compétition des souverainetés, mais de l'interdépendance des souverainetés. Ça, c'était trop compliqué à comprendre par les autres, et on l'a payé très cher, cet aveuglement, ce refus de mettre en place ce New World Order dont on nous parlait à l'époque, parce que ça a permis à Poutine de pousser. Ça a permis à Poutine de ciseler sa fameuse formule que vous connaissez toutes et tous, « Make Russia great again ». Et oui, et le paradoxe est là. Cette volonté à tout prix de Trump et de Poutine de ressusciter le duo Brejnev-Nixon alors qu'il ne fonctionne plus. C'est pour ça que je m'énerve, je vous le dis pour que vous ne posiez pas la question, contre ceux qui me traitent d'utopiste, parce que l'utopie, elle est là, c'est-à-dire dans la résurrection du duo Brejnev-Nixon, elle n'est pas dans le constat du dépassement de cette dualité compétitive. Et justement, j'en viens au troisième élément, qui est la mondialisation. La mondialisation a tout bousculé. Et là, on en a la preuve manifeste à travers l'échec de cette diplomatie protectionniste et tarifaire mise en place par le président des États-Unis. C'est-à-dire, nous sommes passés très vite d'un monde de compétition à un monde d'interdépendance. L'interdépendance, c'est quoi? C'est un monde dans lequel tout le monde dépend de tout le monde et réciproquement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans le monde d'aujourd'hui, l'initiative que vous prenez a pour première cible vous-même, c'est-à-dire l'effet de feedback, comme disent les anglo-saxons. Nous sommes dans un monde où tout le monde dépend de tout le monde. Ça veut dire que le faible continue à dépendre du fort, mais ça veut dire que désormais le fort dépend aussi du faible. En matière énergétique, en matière commerciale, en matière financière, en matière monétaire, en matière démographique, en matière migratoire. Nous sommes dans un monde d'interdépendance serrée qui rend l'idée classique de compétition et de sécurité compétitive complètement obsolète. Alors, face à cela, que faire, comme disait l'autre? Ah ben oui, il faut bien ménager le suspense. Alors,
ce qui est intéressant, c'est de retourner le problème. C'est ce que j'appelle dans mon livre, je ne vous dis pas tout du livre, parce qu'après vous ne l'achèterez pas. Donc, je commence mon livre sur l'idée qu'il faut remettre la paix à l'endroit. C'est-à-dire refaire passer la paix devant la guerre. Et avoir ainsi un projet de paix, ou plus exactement construire le projet politique comme étant un projet de paix. Et nous en sommes là, aujourd'hui. Avez-vous remarqué la défaite de la pensée politique? Avez-vous remarqué comment la pensée politique, à droite, à gauche ou au milieu, s'assèche? Que l'on ne vous propose que du vide à gauche ou une puissance nue, c'est-à-dire libérée et du droit et des valeurs à droite. C'est quand même très inquiétant. Alors comment faire? Eh bien, retournons à avant Hobbes. Redécouvrons les vieilles constructions de la paix, ou celles qui nous sont contemporaines, dont parlait mon étudiant guinéen. Et là, j'ai redécouvert, en retravaillant toute cette philosophie, des auteurs extraordinaires. Des auteurs que l'on avait laissés de côté, mais qui pourtant nous avaient déjà tout dit sur la paix. Mais c'est un tout dit complètement oublié. Le premier, il est enseigné en terminale, et puis généralement, dès qu'on a son bac, on jette ses livres, et on n'en parle plus, et pourtant, quel monument, c'est Aristote. Je vous propose de l'inviter. Oui. Il se déplace avec difficulté, mais si vous l'accompagnez aussi gentiment que vous m'avez accompagné, je pense qu'il sera là très assidûment. Et alors, il y a deux choses qui m'ont frappé chez Aristote. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, nous dit quelque chose apparemment très simple, mais qui est fondamental. Il dit « La paix, c'est la condition même du bonheur individuel ». Essayons déjà de réconcilier l'idée de paix et l'idée de bonheur. Vous savez qu'on commence à reparler de ce bonheur par habitant, qui est tout un projet, et j'y reviendrai dans les quelques minutes qui me restent, parce que c'est un des points clés de notre redécouverte de la paix. Mais surtout, il nous dit dans La politique, son grand ouvrage, il nous dit, mais la paix, c'est assurer la coexistence entre des individus différents, tout simplement. Et ça veut dire que c'était la définition que je vous donnais de lui sur la politique. Ça veut dire que la politique ne peut être que paix dans la mesure où elle gère la coexistence entre individus différents. Regardez comme cette idée est simple, mais comme elle est parfaitement limpide. Ça va bien au-delà de la non-guerre. C'est-à-dire permettre à des individus différents, et surtout s'ils sont différents, de coexister. Ah, ça, c'est plus du Retailleau, vous avez remarqué. Bon. Mais, et ça, je crois que c'est fondateur. Le deuxième auteur que j'ai découvert, à ma très grande surprise, c'est un sociologue algérien du 5e siècle. Saint-Augustin. Saint-Augustin, évêque d'Hippone, à Naba, qui a eu cette phrase au 5e siècle, vous vous rendez compte, formidable, où il nous dit « Mais la paix, c'est faire en sorte que chacun puisse manger à sa faim. » Et il ajoute une phrase qui teintera à nos oreilles d'écolo, et faire en sorte que chacun puisse consommer de l'eau pure. C'est extraordinaire, cette pensée écologique au 5e siècle. Mais grâce à Saint-Augustin, nous touchons à quelque chose de beaucoup plus profond qu'on va trouver chez le malheureux pape François, qui en avait profondément cette intuition. C'est
cette idée que la paix, bien au-delà de la non-guerre, c'est la satisfaction des besoins fondamentaux de l'humanité. C'est, quand tout à l'heure je vous disais que chez Aristote, la paix était synonyme de la paix, était synonyme de la politique, ici je vous dis qu'avec Saint-Augustin, la paix est synonyme de la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment le message du pape François, et qui m'a tout à fait passionné en suivant ses écrits, notamment son intérêt pour les grandes questions liées aux défis planétaires. Et j'insiste sur ce point, parce que dans ce moment où la principale menace sur notre survie, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas l'étranger, ce n'est pas le français de papier. La véritable menace, c'est le défi climatique, c'est le défi alimentaire, c'est le défi sanitaire. Vous savez que la faim dans le monde, elle tue 10 millions d'humains par an, là où le terrorisme ne tue qu'entre 40 et 70 000. Alors, pour ne pas être mis en examen pour apologie du terrorisme, je dis que 10 000, 40 000, c'est 10 000, 40 000 de trop. Mais la faim dans le monde, c'est 10 millions. Vous savez que la faim dans le monde tue l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center pendant une année. Donc, on découvre que la paix va bien au-delà des logiques conflictuelles pour toucher aux grands défis planétaires. La paix, c'est d'abord résoudre ces grands défis que nul ne veut prendre en compte. Alors c'est d'autant plus important que la recherche actuelle, et ça j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est toujours passé sous silence, montre que les nouveaux conflits sont essentiellement d'origine de dysfonctionnement de l'ordre planétaire global. On ne peut pas comprendre le conflit sahélien sans savoir qu'au Sahel, la désertification augmente de 10 cm par heure. Par heure, vous vous rendez compte? Si bien que le pasteur n'a plus de fourrage à donner à ses troupeaux. Donc il va chipper la production du cultivateur. Donc le cultivateur, il va prendre les armes et il va tirer sur l'éleveur. Et voilà la quotidienneté du conflit sahélien. Et les groupes djihadistes, là-dedans, ils ne font que le rôle d'entrepreneurs de violence, c'est-à-dire de tirer les bénéfices d'une situation dont ils ne sont que les pyromanes. De même, l'excellent géographe du Proche-Orient, Pierre Blanc, nous a montré de façon magistrale qu'il y a eu entre 2007 et 2009 une énorme sécheresse dans l'est de la Syrie qui a provoqué un énorme exode rural, toute une population jeune qui est partie s'installer dans les villes, qui n'a pas pu trouver d'emploi et qui donc est devenue toute une disponibilité entre les mains des groupes djihadistes qui ont lancé la révolution syrienne dont vous connaissez les derniers avatars ces derniers mois. Donc il y a toute une façon de repenser la conflictualité internationale en reconsidérant ces paramètres globaux que l'on ne peut d'autant moins voir que la sociologie des conflits tait ces facteurs humains, sociaux, au profit de l'idée de compétition de puissance, alors que la compétition de puissance n'est que toute partie de la réalité conflictuelle du monde. Alors, dans mon livre, je propose 9 vertus pour reconstruire la paix. Ça, c'est la première vertu. C'est-à-dire savoir remettre la paix à l'endroit, c'est-à-dire faire ce programme d'intégration sociale, ce programme de coexistence. L'intégration sociale doit devenir le premier facteur, premier paramètre des nouvelles relations internationales.
la deuxième vertu, c'est humaniser la paix. La paix, ce n'est pas l'équilibre de la terreur. La paix, ce n'est pas l'équilibre de la puissance. La paix, c'est l'humain d'abord. Et là, rendons hommage à une institution et à un homme. Cette institution, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui a publié ce formidable rapport en 1994, rapport sur la sécurité humaine, dans lequel les rapporteurs nous disent « La paix consiste à libérer les humains de la peur. » La revoilà, la peur. « Free from fear. » Et libérer de la peur, c'est libérer de cette insécurité. Vous voyez, on passe de la sécurité à l'insécurité, et de l'insécurité nationale à l'insécurité humaine. Ça veut dire quoi? Eh bien, insécurité alimentaire, je vous en ai dit un mot, insécurité sanitaire, avec le Covid, on sait ce que ça veut dire maintenant, insécurité climatique, insécurité économique, la grande pauvreté, insécurité culturelle, c'est-à-dire la précarité des minorités culturelles dans leur pays de résidence, insécurité individuelle, c'est-à-dire les droits de l'homme, et enfin, insécurité institutionnelle, c'est-à-dire cette insécurité qui tient au défaut d'institution. Il n'y a pas d'institution, donc c'est la loi de la force qui fonctionne. Ça a été une révolution considérable. 1994, rapport sur la sécurité humaine. Et l'homme auquel il faut rendre hommage, c'est Kofi Annan, qui a tout de suite compris que c'était la base de la réinvention de la paix. Je voudrais associer un autre nom aussi, qui est Olof Palme. Olof Palme qui, quelques années auparavant, avait présidé une commission qui avait élaboré le concept de sécurité commune, en disant la sécurité, ce n'est pas une transaction, justement. C'est pas tu me donnes ça, je te donne ça, tu me prends ça, moi je te donne rien, etc. etc. Non. La sécurité, c'est quelque chose qui ne se décompose pas, qui est la même pour tous. Le même droit à la vie pour un Gazaoui ou pour un Israélien. Le même droit à l'alimentation pour un Soudanais ou pour un Français, etc., etc. Troisième vertu, c'est une paix subjective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réintroduire la subjectivité dans l'analyse des relations internationales. On a considéré les relations internationales comme étant essentiellement un phénomène mécanique, objectif, la compétition entre intérêts nationaux. On n'a jamais introduit la subjectivité humaine comme paramètre décisif. Mais est-ce qu'intérêt national a le même sens à Pékin, à Moscou, à Kinshasa, à Téhéran, à Delhi? Eh bien, il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est dominé par une bataille de sens, c'est-à-dire dans cette planète mondialisée, mesdames et messieurs, tout le monde ne pense pas de la même manière. Il faut avoir le courage de considérer que l'autre peut ne pas penser comme moi. Et que ne pensant pas comme moi, il y a un conflit de sens qui existe potentiellement à chaque séquence de l'histoire des relations internationales. Si bien que les relations internationales doivent maintenant être traitées à partir de 3 questions fondamentales. Premièrement, qu'est-ce que l'autre pense d'un événement qui nous est commun? Moi, j'étais à N'Djamena, au Tchad, le jour où s'est déclenché le conflit russo-ukrainien. Je vous assure que mes amis et collègues tchadiens ne percevaient pas celui-ci du tout de la même façon que moi. Ayons l'effort de nous demander comment l'autre pense. Deuxièmement, faisons l'effort de nous demander ce que l'autre pense de moi. Quelle image il a de moi? Et si je ne travaille pas l'image que j'ai chez l'autre, je deviens un facteur potentiel de guerre.
La paix suppose que l'on harmonise notre perception l'un de l'autre. Et puis, troisième question, comment l'autre imagine que je pense de lui, c'est-à-dire comment je me le représente. Et c'est de cette conviction que l'autre a, que vous le méprisez, que dérive l'humiliation qui est la source principale de guerre dans notre monde actuel. Donc subjectivons les relations internationales, faisons l'effort de la compréhension de l'autre, ce qui devient un élément absolument indispensable. Tout le monde ne pense pas comme moi, et si l'autre ne pense pas comme moi, ce n'est pas parce qu'il est sous-développé. Arrêtons avec le paradigme Jules Ferry de la verticalité des races supérieures et des races inférieures. Quatrième vertu, la paix doit être systémique. La paix, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas régler le conflit russo-ukrainien à partir d'une transaction territoriale. Je vous ferai remarquer que depuis 1945, il n'y a eu aucun traité de paix qui est reposé sur une transaction territoriale. Ça n'existe pas. Les très rares manipulations territoriales depuis 1945 n'ont jamais été reconnues en droit international, que ce soit la création du Kosovo, qui n'est toujours pas aux Nations Unies, que ce soit Chypre Nord, qui n'est reconnu que par la Turquie, ou que ce soit l'Abkhazie ou l'Ossétie. C'est quand même intéressant de voir ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a de paix que systémique, c'est-à-dire en introduisant en même temps les paramètres économiques, sociaux, culturels, subjectifs, dont je parlais tout à l'heure. Cinquièmement, la paix ne peut être que globale, c'est-à-dire que le véritable enjeu de la paix, c'est dans l'intégration planétaire. Sans résoudre les grands défis planétaires, il n'y aura jamais de paix. Sans résoudre le problème climatique, il n'y aura jamais de paix. Seulement, les grands défis globaux appartiennent à une rationalité à long terme. Et la politique est une rationalité à court terme. Résoudre un problème climatique, c'est demander aux électeurs de payer beaucoup pour résoudre un problème dans longtemps, alors que la rationalité politique, c'est demander de payer le minimum pour résoudre un problème dans l'immédiat. Sixièmement, la paix doit être institutionnelle. Il faut repenser nos institutions internationales, savoir et comprendre que nous avons affaire à un faux multilatéralisme. Nous ne sommes toujours pas entrés dans l'ère du multilatéralisme. Et ça parce que un vilain monsieur qui s'appelle Woodrow Wilson a pris le dessus sur un homme absolument remarquable mais totalement oublié qui est Léon Bourgeois. Léon Bourgeois qui nous expliquait très intelligemment au début du XXe siècle qu'avec ce qu'il appelait la formation d'une opinion publique internationale, il fallait désormais servir ce qui était la mondialisation naissante. Alors que Wilson n'acceptait de multilatéralisme que comme concert de puissance, d'où le Conseil de sécurité, et d'où l'échec du multilatéralisme. Septième vertu, une paix diplomatique. Repenser la diplomatie en fonction de ce grand sociologue politiste canadien, Paul Sharp, appelé « How to manage separateness », savoir gérer les séparations. La diplomatie ne consiste pas à savoir prendre le thé avec le prince de Monaco. Ça consiste à savoir parler à tout le monde, de manière à maximiser les chances de régler les problèmes. Quand il y a un hold-up dans une banque et que des malheureux innocents sont pris en otage, le GIGN, il négocie avec les preneurs d'otages. Dans les relations internationales, c'est la même chose. Huitième vertu, une paix hospitalière. Ça, nous le devons à Emmanuel Kant, qui avait très justement indiqué que
il n'y a pas de paix qui ne commence par savoir accueillir l'autre, l'étranger. Vous connaissez ce sketch du très grand sociologue français Fernand Reynaud sur l'étranger, hein? L'étranger qui en avait assez d'être méprisé. Il est parti, l'étranger. Eh bien, depuis, il n'y a plus de pain dans le village, parce que l'étranger, il était boulanger. Eh bien oui, c'est la nouvelle division du travail social, c'est-à-dire accepter l'autre dans cette complémentarité de cœur et d'esprit. C'est absolument fondamental. Tout ce qu'on nous distille de discours anti-migratoires est non seulement de l'ordre du mensonge, mais de l'ordre du poison, parce que c'est considérer qu'il y a facteur de déstabilisation, là où dans la mondialisation, la migration est au contraire un facteur de restabilisation. Évidemment, vous allez me dire, c'est un fils d'immigré qui dit ça, mais je crois que je suis quand même un facteur de stabilisation, ton fils. Et enfin, mesdames et messieurs, parce que je ne veux pas être trop long, il n'y a de paix qu'éduquer. Et là, désignons l'échec de notre système éducatif. Je suis frappé de voir comment nos enfants, dès le primaire, apprennent l'histoire de la guerre et jamais l'histoire de la paix. Comment on commence par Vercingétorix pour remonter jusqu'aux grands fauteurs de guerre, érigés en héros que l'on duplique par les petits soldats de plomb, alors qu'on ne parle jamais de la paix. Et la paix, c'est justement une très longue histoire. C'est des très grands noms, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi et beaucoup d'autres, Saint-Augustin ou Aristote. Allez demander dans le primaire qui sont les enfants qui connaissent Léon Bourgeois ou l'abbé de Saint-Pierre. Mais il y a une autre faute dans l'éducation, c'est qu'on n'apprend jamais l'histoire de l'autre. Et le début de la vraie paix, c'est le respect et l'admiration que l'on porte à l'histoire de l'autre. Moi, quand à Sciences Po, et pourtant à Sciences Po, j'ai les meilleurs étudiants du monde, vous savez ça. Eh bien, lorsque tout d'un coup je parle de l'histoire de l'Empire Tang, de l'Empire Song, de l'Empire Wei, de l'Empire Han, les étudiants, ils croient que j'ai une canne de tout. Et quand je leur parle de l'histoire africaine précoloniale, ils n'en reviennent pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour que l'homme africain n'était jamais entré dans l'histoire. Mon vieux, c'est parce que tu ne connais pas l'histoire. L'Empire Songhai, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, c'est quelque chose. Quand on connaît l'histoire de l'autre, on respecte davantage l'autre. Et cette ignorance arrogante de l'autre, c'est le recommencement permanent de l'arrogance, de l'humiliation et de l'animosité. Et donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Et c'est une façon pour moi de terminer cette présentation en vous disant que c'est bien la preuve que la paix, c'est une affaire de comportements sociaux. La paix, c'est l'affaire de tous. Et je dirais, c'est beaucoup plus votre affaire que celle de nos dirigeants, parce que nos dirigeants sont piégés dans une logique politique qui les empêche de dépasser l'horizon de la non-guerre. Par les comportements sociaux, on peut ouvrir beaucoup plus. Et rejoindre ce que notre grand auteur national, Victor Hugo, appelait, c'est une des plus belles phrases de paix que je connaisse, construire la sympathie des âmes. Je vous remercie. Ah, je ne vous voyais pas. Oui, je suis là, en gros. Donc la séance est ouverte pour des questions. Comme l'a rappelé la personne qui a introduit, notre ami
cercle Condorcet, s'il vous plaît. Donc, Ah, il y a déjà une première question. J'ai gagné un petit peu d'avance parce qu'effectivement j'ai déjà lu le livre. Et Je pourrais pas vous le reprocher. c'est gentil. Merci en tout cas pour cette présentation. Et ça ouvre les esprits et on en a bien besoin. Deux questions. La première, c'est vous évoquez l'ère du multilatéralisme. Et je m'interrogeais si c'était le multilatéralisme ou plutôt l'internationalisme, dans le sens de la compétition. Ça, c'était première question. Et puis, une réflexion, quand j'ai fini de lire votre livre, je me suis dit, mais le plus important, c'est avant tout que je sois en paix avec moi-même. Voilà. Et au fond, nous sommes humains et nous pouvons avoir un projet de société que tout autant qu'on soit déjà, et c'est difficile, en paix avec soi-même. Merci beaucoup. Tout autant qu'on soit déjà, et c'est difficile, en paix avec soi-même. Merci beaucoup. Oui, vous ouvrez deux espaces extrêmement riches. Hein. Le premier, clairement, on a dépassé le temps de l'international. Clairement. Parce que international, si vous prenez le mot dans son étymologie, ça voudrait dire que cet espace dans lequel nous évoluons se résume uniquement au choc entre nations ou à la compétition, pas forcément un choc, enfin dans l'esprit des philosophes qui ont inventé, et des juristes aussi qui ont inventé cette idée d'international, c'était l'idée de choc. Or, en fait, il y a un mot qui pour moi est central, qui est le mot de mondialité. Plus que de mondialisation, parce que mondialisation, il y a tout un débat sur lequel, si vous voulez qu'on en parle, il faudra faire une autre séance, on va laisser ça de côté pour l'instant. Mais la mondialité, telle que par exemple Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau ont employé ce terme, est très intéressant, parce qu'il montre deux choses. Il montre que nous sommes dans un espace qui est unique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les humains sont réunis dans un même espace. Et dans cette réunion totalement inclusive, où le comportement de chacun réagit sur le comportement de tous les autres, il n'y a plus d'exclusivité pour le personnel étatique, pour ce que Raymond Aron appelait le diplomate et le soldat. Tout le monde est sur la scène mondiale. Et on le voit bien dans cette histoire commerciale qui est passionnante en ce moment, de voir comment, mais tout acteur économique, tout opérateur économique est un acteur complet, est un acteur absolu de l'espace mondial. Donc, ce que nos dirigeants ne veulent pas, c'est changer de logiciel pour gérer cette mondialité. Pourquoi ils ne le veulent pas? Parce que c'est facile à comprendre, M. de Lapalisse me l'a confirmé. Si on passe à une gestion de la mondialité, ça veut dire qu'il n'y aura plus de privilèges propres, inhérents au pouvoir politique institutionnalisé, qui n'ont plus le monopole de l'action internationale. Ce qui est effectivement une perte considérable de ressources pour les princes de ce monde. Donc effectivement, le passage à la mondialité est une chose extrêmement difficile à faire, à réaliser, et pour l'instant, elle n'est faite et réalisée que par le bas. C'est pour ça que les dynamiques sociales jouent un rôle important. Le rôle que les campus universitaires jouent aujourd'hui, par exemple, dans les nouvelles
j'allais dire, les nouvelles relations internationales, en fait, dans le fonctionnement de l'espace mondial est absolument déterminant. Le rôle de l'opinion publique internationale est quelque chose d'absolument déterminant. Hein. La manière dont les causes sont prises en charge, les grandes causes, la cause ukrainienne, la cause palestinienne, hélas la cause soudanaise ou la cause congolaise et pas tellement prise en charge, mais ce sont des dynamiques sociales, ce ne sont jamais des jeux diplomatiques. Savoir gérer ça est quelque chose d'extrêmement important. Savoir adapter notre multilatéralisme à cette mondialité, là, tout reste à faire. Si j'ai parlé de la sécurité humaine et du PNUD, c'est que c'est les premiers qui ont essayé de faire quelque chose là-dessus. C'est ce que le grand Kofi Annan appelle le multilatéralisme social. Mais on en est très loin. Alors maintenant, sur votre deuxième question, la paix avec soi-même, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, c'est un peu mon boulot d'ailleurs, je pense que la meilleure des solidarités, c'est la solidarité égoïste. C'est-à-dire, parce qu'au moins on est sûr que celle-là, on l'amènera jusqu'au bout, c'est-à-dire, on est dans un monde où la solidarité la mieux comprise, c'est celle que l'on reconnaît comme étant indispensable à sa propre survie. C'est-à-dire, tant qu'il y aura des gens qui mourront de faim sur cette planète, je ne suis pas, ma petite personne n'est pas totalement en sécurité. Parce qu'autrefois, quelqu'un qui souffrait de la faim ou qui mourait de la faim, il mourait dans l'ignorance complète de l'existence même de la richesse. Vous ne savez pas. Il trouvait que c'était une fatalité, que c'était comme ça. On est, on fait ce qu'on peut, et puis on crève de faim, c'est le cycle de la vie. Aujourd'hui, tout le monde voit tout le monde. Et dans cette visibilité universelle, il y a évidemment une charge de violence énorme. Donc, si je veux diminuer cette charge de violence, j'ai intérêt à ce qu'il y ait moins de gens qui meurent de faim aujourd'hui. Et donc, être en paix avec soi-même, ça veut dire quoi? Si je retraduis vos termes, enfin, peut-être que vous les traduirez différemment, mais ça veut dire que je ne m'assume totalement que si je me construis comme individu dans le monde et comme participant à cette activité dans le monde. Et être en paix avec soi-même aujourd'hui, ça veut dire ça. Moi, je me considère, enfin, quand j'ai le jour de mes obsèques, c'est-à-dire le jour où je suis parti à la retraite et qu'on m'a enterré sous les fleurs, là-bas, j'ai dit, moi, je me suis considéré toute ma vie comme un professeur dans le monde. Et voilà. Et d'ailleurs, le sans-frontiérisme, c'est ça, quelque part. Mais ce qui est terrible, c'est que la mondialité, c'est un tel changement. Nous, de notre génération, et je crois qu'effectivement, on est à peu près tous de la même génération. Enfin, je ne veux pas faire injure à certaines personnes, mais en fait, je ne suis pas si vieux que ça, donc je fais injure à personne. Moi, je suis né dans un monde international, je vais mourir dans un monde mondialisé. Le changement est considérable, Alors, il est tellement considérable que ce changement fait peur. Et ce vertige de la mondialisation, ça crée quelque chose que vous connaissez, que nous connaissons tous très bien, qui est le populisme. C'est-à-dire cette rétraction nationale populiste. J'ai peur, donc je m'enferme en même temps dans l'ordre et dans des valeurs strictement nationales et identitaires. Bon, ça, si on continue comme ça va très mal se passer. Si on apprend à être dans le monde, si on apprend aux enfants dès le CP qu'ils sont dans le monde, et que voilà, ils sont tout à fait frères et sœurs de ces jeunes en Itourie ou Kivu du Nord ou Kivu du Sud, je crois qu'on gagnerait. Bonsoir. Pour revenir à la question fondamentale, que faire après un conflit, je vais d'abord affirmer que la première étape, c'est reconnaître sa responsabilité. En prenant deux exemples, dans la guerre européenne de 14 devenue mondiale, le traité de Versailles a dit c'est l'Allemagne qui est responsable, qui paie les réparations.
Or, un livre fait sur l'Europe dit, au chapitre de la guerre de 14, dit c'est encore objet de discussion. Et c'est vrai, ça continue si on lit des bouquins récents. L'autre exemple, c'est dans le conflit Ukraine-Russie. Moi, j'ai écrit déjà il y a plus d'1 an que tant que l'Occident, disons, ne reconnaîtra pas que avancer l'OTAN, c'était un abus, une erreur, un mensonge, enfin, par rapport à un mensonge, il n'y aura pas de paix. Parce que là, c'est le même problème, si on connaît cette possibilité. Le troisième exemple, conflit israélo-palestinien, il n'y aura pas de paix tant que le gouvernement israélien, quel qu'il soit, celui-là ou plus souvent, ne reconnaîtra pas qu'en 1948, ils avaient un plan secret pour faire partir le plus possible de Palestiniens. Voilà, ces 3 exemples. Oui, ma question, c'est quelle est la deuxième étape après cette reconnaissance de responsabilité? Oui, alors, je suis d'accord avec vous. En ce qui concerne le point 2, qui est le conflit russo-ukrainien, c'est l'aveuglement du vainqueur. C'est-à-dire, cette Euro-Amérique occidentale a gagné la guerre froide, donc puisqu'on a gagné, on impose notre loi. Et notre loi, c'est effectivement la pérennisation de l'OTAN, qui était une folie. Il faut voir ce qu'est l'histoire de l'OTAN, créée en 1949 dans un contexte de bipolarité et de guerre froide. Le fait de le maintenir alors qu'il n'y a plus une alliance symétrique en face, c'était effectivement entrer dans une logique schmittienne, vous savez, ce juriste allemand qui considérait qu'on avait besoin d'ennemis pour exister, c'est-à-dire c'était créer ou ressusciter l'inimitié russe, l'hostilité russe, c'est-à-dire que le maintien de l'OTAN a fabriqué Poutine. Vous avez tout à fait raison. Ceci dit, ça ne change rien au fait que Poutine a agressé un pays qui avait le droit de l'intégrité territoriale et du respect de son autodétermination. Donc, effectivement, c'est la construction de cette vérité complète qui permet de jeter les bases d'une solution. Mais votre exemple est parfait pour montrer qu'il n'y a plus de solution transactionnelle. J'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y aura jamais une solution durable. Alors, il y aura peut-être un accord, quoique j'y crois pas beaucoup, conjoncturel entre Vladimir Trump et Donald Poutine, c'est possible. Mais ça ne vaudra rien. Ça ne vaudra rien tant que l'on n'aura pas redéfini la sécurité en Europe. On a besoin de définir une sécurité post-bipolaire en Europe. Et une sécurité qui ne soit pas hobbesienne, qui soit une sécurité humaine, qui soit une sécurité totale. Bon, c'est ça. Alors vous posez la question après avoir dit la vérité, et vous avez raison, la vérité, Mandela l'a très bien expliqué, la vérité est indispensable pour construire la paix, mais après la paix, elle se construit par l'intégration. Je reviens à mon idée de tout à l'heure. Et l'intégration, c'est pas un marchandage entre deux parties, c'est effectivement la construction d'un ordre de coexistence. Comment faire coexister les Européens entre eux? Ça implique une conférence Helsinki 2. Et si on a pu faire Helsinki 1, pourquoi ne peut-on pas faire Helsinki 2? Et Helsinki 2, comme je l'ai dit dans mon exposé tout à l'heure, c'est un phénomène systémique. C'est-à-dire, c'est pas seulement une question territoriale, c'est une question économique, c'est une question sociale, c'est une question culturelle. Les fameuses corbeilles d'Helsinki, c'était ça. Donc, effectivement, tant qu'on ne traduit pas paix en termes de coexistence et que l'on n'admet pas que cette coexistence, elle est totale, eh bien, on ne progressera pas dans l'idée de paix. La paix, ce n'est pas la non-guerre. C'est pour ça que le cessez-le-feu, ça appartient au vocabulaire martial, ça n'appartient pas au vocabulaire de paix. Le vocabulaire de paix, c'est la coexistence. Et la coexistence, c'est la définition consensuelle d'un ordre d'intégration. Oui, merci pour ce débat qui est intéressant. Moi, je voudrais parler, puisque vous parlez beaucoup de sécurité, ça me fait penser forcément à la sécurité sociale. En 1945, moi je suis fille d'ouvrier, et toute la classe ouvrière était dans un démuni avant la guerre. N'avait pas de retraite, n'avait pas de soins, c'était vraiment la misère au niveau du travail et des conséquences du travail. Et on a quand même eu 2 ministres communistes, Marcel Paul
et Ambroise Croizat, qui ont travaillé énormément à faire un contenu exemplaire pour appliquer une sécurité sociale, qui a donné un bien-vivre, je dirais, dans notre pays pendant des années, mais il faut quand même reconnaître que c'était pas... le capitalisme, disons, s'est vengé un peu sur les années suivantes, puisqu'on a détruit de plus en plus le contenu même de la sécurité sociale, en privatisant à outrance et en faisant rentrer les capitaux de plus en plus au niveau du privé. Moi, je suis ancienne, à la retraite, ancienne hospitalière du service public, et j'ai vu les méfaits de plus en plus du privé, qui rentrait le lot dans la bergerie, disons, et j'ai vu comment on vidait totalement les bienfaits de cette sécurité sociale, avec les mutuelles, etc., et finalement la carte vitale qui devient la carte bleue, qui est remplacée plutôt par la carte bleue. Donc ma question, c'est cette sécurité sociale idéale qu'on pouvait encore améliorer et mondialiser à la limite, pas seulement en France, mais elle était amenée à être mondialisée. Je pense qu'au niveau même de la politique européenne, on casse les services publics, il n'y a pas que la santé justement, mais on casse cette sécurité sociale et tous les services publics pour remplacer par la capitalisation à outrance. Et c'est à mon avis une source de guerre. Je ne suis pas spécialiste de la question. Je ne demandais pas à un neurologue une consultation en orthopédie. Ce n'est pas mon domaine. Oui, bonsoir à tous. À propos de paix, vous avez évoqué la Palestine, Gaza. Certains parlent d'une solution à deux États, d'autres d'un seul État laïque, où cohabiteraient Palestiniens et Israéliens dans un seul État. Et j'ai une question à vous poser sur quelle est l'intention réelle des pays qui parlent de la solution à deux États en Palestine. Est-ce que ces pays sont sérieux dans ce qu'ils disent, ou s'agit-il d'une esquive plutôt que d'assumer l'audace politique et morale et l'adoption d'une position ferme pour arrêter la guerre, pas simplement pour cesser le feu, ce qui nécessite d'imposer un embargo sur les armes à la machine d'extermination aujourd'hui sioniste, de boycotter le régime de Netanyahou et d'aller au Conseil de sécurité, et là ça pose un problème effectivement, comme vous l'avez évoqué, afin d'adopter une résolution pour arrêter le massacre. Alors je ne parle pas évidemment des pays qui ont adopté une attitude progressiste, comme l'Espagne, l'Irlande sur la question, mais des gouvernements occidentaux, particulièrement français, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, je ne parle même pas des États-Unis, et le slogan de la solution à deux États, c'est la question, n'est-il pas devenu un cliché vide de sens, plutôt nauséabond, lorsqu'il émane de gouvernements qui sont complices de crimes de génocide? N'est-ce pas une illusion quand on ne parle pas de ce qu'est un État, de ses frontières, de son indépendance, etc. Oui, alors, monsieur, la solution à deux États, bon, c'est un sujet extrêmement compliqué, je ne peux pas répondre en quelques minutes. Vous avez raison de dire que c'est souvent un faux semblant, et c'est tout à fait exact. Tout le monde, sauf d'ailleurs Israël, revendique l'idée d'une solution à deux États. Hein. Même l'administration Biden, le secrétaire d'État Anthony Blinken, dans les 12 missions qu'il a accomplies au Proche-Orient entre le 7 octobre et son départ, le départ de l'administration démocrate, n'a cessé de le répéter.
la question qu'on peut se... Il y a 3 questions. Hein. La première, c'est quel est le degré de sincérité et la signification réelle dans cette formule diplomatique. Souvent, c'est une façon de se donner bonne conscience, mais pas seulement ça, je dirais, de pouvoir assurer une diplomatie à bas bruit. De même, je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec une personnalité politique infiniment respectable et haut placée que je ne nommerai pas. C'était au printemps 2023, qui se moquait de moi quand je posais une question sur la Palestine en disant « Monsieur le professeur, il n'y a qu'un universitaire pour poser une question pareille, la question palestinienne n'est plus dans notre agenda diplomatique, elle n'existe plus. » C'est-à-dire que l'un des fondements de la dureté du conflit israélo-palestinien, c'est la diplomatie d'indifférence. Et cette diplomatie d'indifférence, elle s'est effectivement souvent soldée par des phrases ça mange pas de pain que de dire qu'on est pour une solution à 2 États. Et ça mange d'autant moins de pain, et c'est mon deuxième point, deuxième paramètre de cette question difficile, que l'on sait que l'État et le gouvernement israélien ne veulent pas de cette solution à 2 États. Non seulement le gouvernement Netanyahou, ça a été explicité, mais aucun des partis de gouvernement en Israël actuellement prône la solution à 2 États. Donc on est dans une situation où, autrement que par la contrainte internationale, une solution à 2 États est absolument inapplicable. Et j'en viens à mon 3e point, et ça rejoint ce que vous disiez, le choix. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur les raisons de ce choix, mais le choix des gouvernements israéliens, en tous les cas depuis la fin des accords d'Oslo, c'est-à-dire l'échec de Camp David en 2000, c'est une politique de puissance, c'est-à-dire l'idée que la puissance réglera tout. Ça, c'est comme je l'ai montré dans mon exposé, une très vieille idée, que la puissance finit par gagner. Or, aujourd'hui, la puissance ne gagne plus. C'est là que se trouve l'impasse, n'est-ce pas ? Sans une contrainte très forte exercée sur l'État d'Israël, cette spirale de la puissance risque d'aller en s'aggravant. Et en s'aggravant, ça veut dire officiellement 52 000 morts, dont des dizaines de milliers d'enfants en Palestine, probablement beaucoup plus, on ne sait pas, mais la revue Lancet parle de plus de 200 000 morts, et la revue Lancet n'est pas islamo-gauchiste ni wokiste, n'est-ce pas, que je sache. Donc tout ceci est d'une extrême gravité, et tant du point de vue du droit que de l'efficacité politique que de l'éthique politique, je me pose une question. Comment se fait-il qu'un État dans le monde puisse produire tant de morts sans être nullement sanctionné, sans être nullement entravé? Quand Poutine a lancé sa politique d'agression contre l'Ukraine, on l'a sanctionné, et à fort juste titre. J'ai toujours soutenu ces sanctions. Mais comment se fait-il que l'Union européenne ne prenne aucune sanction? Comment se fait-il que les États-Unis, en 3 jours, pourraient arrêter ce conflit? Il suffit d'arrêter de livrer des munitions à l'État d'Israël. Ce n'est pas fait. Comment est-ce possible? C'est effectivement une question que je me pose. Vous savez, l'art de la paix, j'ai eu la surprise qu'un éditeur persan veuille le traduire. Bon. Moi, j'étais content, parce que ça soit traduit dans la langue de mon père. On m'a fait valoir, non, attendez, c'est pas possible. L'Iran est sous sanction, et il n'est pas question de traduire votre livre. Alors, voilà un pays dont le régime est, pour le moins, antipathique et ne correspond pas aux exigences fondamentales des droits humains, mais qui n'a pas fait de dizaines de milliers de morts, mais on ne peut même pas traduire un bouquin dans la langue de ce pays, ce qui est complètement idiot, parce que si des opinions différentes commençaient à circuler en Iran, peut-être que les choses iraient mieux et qu'il y aurait une conscience qui se formerait dans l'opinion publique iranienne, qui d'ailleurs est déjà
pas mal éveillé hein, et pas mal mobilisé. Non, fait rien. Mais en revanche, voilà, on continue à tuer. Alors que ce conflit pourrait être arrêté en 3 jours. Et effectivement, si ce conflit était arrêté, la solution aux 2 États s'imposerait, avec toutes les garanties qu'une solution à 2 États pourrait produire, tant pour Israël que pour la Palestine. Je voudrais vous remercier parce que je suis un... C'est ici. Ah, d'accord. Je ne suis pas forcément un inquiet de nature, mais je vous remercie pour votre travail qui est vraiment un message d'espérance à un point inimaginable pour moi, si vous voulez, hein, et puis je pense pour une bonne partie de l'humanité. Vous avez dit que les politiques ne pouvaient rien en tant que politiques, mais derrière ces politiques, ce sont des individus. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà pris rendez-vous avec M. Emmanuel Macron pour le faire comme vous l'avez fait, les yeux dans les yeux? À travers un bouquin, ça passe, mais là, ce soir, vous nous avez fait vraiment passer quelque chose qui est allé dans les tripes. Voilà, j'espère que pour d'autres personnes aussi, si vous pouviez le faire passer à ces individus, oubliant qu'ils ont une casquette politique, je crois que ça pourrait peut-être faire du chemin. Avez-vous pris rendez-vous? Écoutez, si vous avez un 06 qui puisse m'aider à obtenir ce rendez-vous, la personne que vous avez mentionnée a été mon étudiant à Sciences Po. Donc, oui, vous savez, quand on est prof à Sciences Po, on a statistiquement les plus grandes chances d'avoir dans son amphi les futurs présidents, ministres, ambassadeurs, etc. Donc, j'ai la présomption de penser qu'il sait tout ça, ou alors peut-être qu'il faisait des sudoku pendant mon cours. Reste-t-il des questions? Alors, en tous les cas, merci, monsieur. Merci. Oui. Alors moi, je me revendique comme pacifiste, hein, même si c'est pas toujours bien vu, parce que je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, longuement, qu'effectivement, la paix, c'est un processus, c'est une construction, c'est un lien avec le social, et que je pense qu'effectivement, vous avez dit que les utopistes, c'était ceux qui croyaient en la guerre, hein. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et moi, effectivement, je pense que finalement, on peut se demander, a-t-on déjà finalement arrêté une seule guerre? Parce que je pense qu'actuellement, les fins des guerres sont toujours, en fait, le démarrage de la suivante. Parce que on n'arrête pas la guerre, en fait. On impose quelque chose à des générations, à des jeunes, à des gens qui veulent récupérer un terrain, qui veulent venger l'honneur des anciens et tout ça. Et donc, en fait, on entretient un cercle infernal qui est finalement la guerre permanente. Et c'est pour ça que la guerre ne peut pas fonctionner, hein, et que sauf à penser qu'un jour on va tous disparaître, si on veut un autre monde, il y a vraiment besoin de concevoir les relations entre les hommes autrement, enfin telles que je pense que vous nous les avez proposées. Et alors par rapport à ça, j'ai 2 questions. C'est que vous nous avez parlé notamment de ce que le PNUD de fin des années 90 avait proposé, travaillé. Dans la foulée, on a eu tout le travail fait par Federico Mayor, secrétaire général de l'UNESCO, autour de la culture de la paix, c'est-à-dire en fait la paix comme un moteur de transformation sociale et comme en lien avec les droits, hein, voilà, les droits, l'égalité, enfin tout un tas de choses. Il y a un vrai programme politique, hein. Aujourd'hui, un homme politique qui voudrait vraiment changer le monde et s'occuper des besoins de ses citoyens, il prend le programme de la culture de la paix de l'ONU et il a tout ce qu'il faut. Donc, comment vous vous situez par rapport à ça, quand vous parlez de la socialisation de la paix, est-ce que vous des questions sociales de la paix, est-ce que vous le liez à la culture de la paix? Et donc, l'autre question qui est sous-jacente à ça,
c'est que vous avez assez peu finalement parlé de l'ONU, vous avez parlé de multilatéralisme, vous avez parlé d'institutions internationales qui aujourd'hui sont certes affaiblies, mais en tout cas elles existent. Et n'est-ce pas actuellement le seul moyen dont on dispose pour essayer en tout cas de commencer à changer les choses? Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, quand on parle de la paix à partir de la guerre, on se trouve très vite dans une impasse. La paix, ce n'est pas arrêter la guerre. La paix, c'est construire un ordre mondial qui rend impossible la guerre. C'est ça la formule que je propose. Parce que quand on est dans le tunnel de la guerre, empêcher la guerre, ça devient fragile, dangereux, contradictoire et ambigu. En 1940, j'aurais certainement pas été pacifiste, et tant que le monstre nazi n'avait pas été écrasé, on était dans une situation de guerre absolue. Et donc, paradoxalement, le pacifisme, qui a conduit à la collaboration, c'était une façon de renforcer le monstre nazi, c'est-à-dire la négation de la paix, de la coexistence et de l'intégration. Si j'avais été de ces peuples qui se mobilisaient pour leur émancipation et leur décolonisation, j'aurais certainement pas été un pacifiste non plus. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de conquérir sa liberté, est-ce que véritablement la vraie paix, c'est de ne pas assurer la conquête de cette liberté? Il faut faire attention à ne pas se laisser piéger par des facilités. C'est pas du tout pour vous que je dis ça, mais c'est pour bien poser le problème. Un Ukrainien, il se bat pour sa liberté, et il se bat contre un ordre d'oppression et d'agression. Être pacifiste à Kiev, aujourd'hui, c'est pas très bien non plus. Et on pourrait multiplier les exemples de même nature. C'est la raison pour laquelle, moi, le programme de paix que je vous propose, c'est concevoir un monde qui, enfin, dénoncera l'irrationalité de la guerre. C'est-à-dire qui rendra impossible cette guerre. C'est ça, la véritable équation que je vous propose. Alors, l'ONU, là-dedans, bon, vous savez, j'ai tendance à dire à mes étudiants, pour les détendre, que l'ONU, c'est comme le cholestérol, problème que nous connaissons tous. C'est-à-dire, il y a la bonne ONU et la mauvaise ONU. La bonne ONU, elle existe, et il faut lui rendre hommage, on n'en parle jamais. C'est ce multilatéralisme social qui fait un travail extraordinaire. Le programme alimentaire mondial, qui a eu le prix Nobel de la paix à très juste titre, a fait un boulot absolument fondamental, extraordinaire, devant lequel je m'incline. Je m'incline devant le Haut Commissariat aux réfugiés, je m'incline devant l'OMS, je m'incline devant l'UNICEF. Vous parlez de l'UNESCO, qui fait aussi un boulot formidable. Ça, c'est la bonne ONU, elle marche, parce que c'est l'ONU de l'intégration mondiale. Et puis, vous avez le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, c'est le Conseil de sécurité, c'est-à-dire qui, non seulement n'arrête aucune guerre, comme vous l'avez très justement dit, mais qui, finalement, réussit à les pérenniser. Et ça, c'est un véritable cauchemar. Quand je pense... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de M. Vassili Nebenzia. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? C'est le délégué russe au Conseil de sécurité. Le jour où l'Allemagne avait pris une très bonne initiative, la diplomatie allemande, de créer une réunion ouverte, ça existe, du Conseil de sécurité, c'est-à-dire ouverte même aux non-membres du Conseil de sécurité, sur les questions climatiques. M. Nebenzia a dit, non seulement parler de climat au Conseil de sécurité est inutile, mais c'est contre-productif. Vous vous rendez compte le culot de dire que parler du climat au Conseil de sécurité, du changement climatique, est contre-productif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil de sécurité est un tel concert de puissance qu'il n'arrive même pas à actualiser le concept de sécurité et considérer que la principale menace sur l'humanité, c'est justement la menace climatique. Mais la Russie n'est pas seule en cause. Quand est apparu le Covid, en mars 2003, la présidence était chinoise du Conseil de sécurité. On a demandé au Conseil de sécurité une résolution robuste pour marquer
une volonté d'endiguer le Covid, notamment en renforçant les compétences de l'OMS. Eh bien, la présidence chinoise s'appuyant sur la diplomatie américaine, qui pourtant à l'époque était, attendez que je vous dise pas de bêtises, non, c'était encore Trump, évidemment, oui, puisque Trump voulait qu'on avale de l'eau de Javel pour se nettoyer. Oui, donc la diplomatie Trumpo-Xi Jinping a tout bloqué. Bon, tout ça, c'est un échec qui est imputable à M. Woodrow Wilson. Vous savez, quand Wilson, à la paix de Versailles, avait proposé la Société des Nations, League of Nations, Lloyd George, qui était le Premier ministre britannique de l'époque, a dit « Ah oui, vous voulez faire renaître le concert européen ? Je suis tout à fait d'accord. » Bon, voilà, on en est là. C'est-à-dire c'est le concert européen élargi qui, aujourd'hui, continue à gérer les affaires du monde, comme du temps, je vous renvoie à vos manuels d'histoire, la conférence de Laibach, 1820, ou de Troppau, 1821. Hein, c'est exactement ça. Je vous propose une dernière question, mais courte. Je pense que la lutte des classes, ça existe toujours, et je conçois pacifiquement que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi. Et donc parfois je constate qu'elle tourne en guerre des classes. Est-ce que vous avez un avis sur l'existence de cette lutte des classes et éventuellement des propositions, si vous admettez qu'elle existe, des propositions pour qu'elle cesse? Ma réponse sera courte, non. Je pense que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Moi, je veux bien faire quelque chose sur la lutte des classes, qui est un concept qu'il faudrait très sérieusement revoir, reconsidérer, redéfinir et reconceptualiser. Mais en relations internationales, moi, pendant 40 ans que j'ai fait des recherches en relations internationales, ce concept n'a rien donné. Je suis désolé de vous décevoir. Je suis sûr que ça vous fait de la peine, ce que je dis. Bien, je crois qu'on va, hélas, en rester là. Avant de partir, d'abord remercier, je cherche notre verbe, vraiment, quelqu'un a dit du fond des tripes, du fond du cœur, et moi j'ai l'impression d'être un peu plus intelligent après avoir entendu l'exposé de M. Bertrand Badi. J'ajoute que le cercle Condorcet, M. Badi a évoqué la question de la peur dans la question de la paix et des relations internationales. Le cercle Condorcet aura le 23 mai une conférence qui sera animée et présentée par M. Roland Gori, où il sera question des fake news, des vérités alternatives et de l'instrumentalisation de la peur. Et la question sera comment sortir de l'emprise, précisément. C'est un petit prolongement, si vous voulez, de votre présentation. Deuxième chose, vous avez vu que la conférence était donc enregistrée. Il n'y a pas eu d'opposition par rapport au droit à l'image, semble-t-il. Donc elle sera diffusée sur plusieurs canaux. Alors, le Cercle Condorcet a une page Facebook, Cercle Condorcet du Pays d'Arles, donc vous la trouverez sur cette page Facebook. Il y a sur Mediapart un portail des Cercles Condorcet de toute la France. Ça sera diffusé également sur ce portail. La Ligue de l'enseignement dont le Cercle fait partie peut la diffuser également. Et j'oublie quelque chose. Oui, la chaîne YouTube sera aussi destinataire, semble-t-il, Michael, et merci pour ton travail, de cette captation. Et enfin, dernière chose traditionnelle à la fin de ces conférences, si vous voulez renforcer l'activité du mouvement de la paix du Pays d'Arles, du Cercle Condorcet du Pays d'Arles, adhérez, c'est pas interdit. Tout au moins, vous pouvez recevoir les informations si vous laissez vos adresses mail. Et puis, il y a, vous l'avez sûrement observé en entrant, un chapeau. Et si vous avez un petit billet qui traîne quelque part, voilà, ça nous permet d'assurer nos frais, parce qu'il y en a tout de même. Et nos associations ne sont pas richissimes et ne sont pas subventionnées du tout. Oui, donc avant que vous partiez, très pratiquement, il y a une action qui s'appelle 1000 grues en origami,
qui implique énormément de personnes, d'écoles, notamment la MLEC, la Maison du Livre. Donc rapprochez-vous du Cercle Condorcet, du mouvement de la paix. Hein, l'idée, c'est de reprendre quelque chose qui s'est passé au Japon. C'est pour les 80 ans de l'anniversaire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais donc du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Et donc, il y a une action collective et coopérative de création d'origami. Je vous en avais mis sur chacun de vos sièges. Vous avez un tuto, si j'arrive à l'ouvrir. Là où... Ah, voilà. Bon, il est collé. Il y a un tuto dedans, hein, vous l'avez vu. Il y a toutes les coordonnées. C'est aussi bien pour les grands, les petits, que pour tout le monde. Et c'est une manière concrète de penser à la paix. Et donc, à chaque fois, de penser en plus à M. Badi. Donc, ça ne vous fera pas de mal. Merci beaucoup. Intéressant, parce que la paix était abordée sur un autre plan. On l'oppose à la guerre tout le temps, alors que là, c'est une paix sociale avec effectivement plusieurs aspects. Très fort, ça. C'est vraiment un message qui a été répété pour moi. J'ai retenu une chose par rapport à un événement précédent dans le Pays d'Arc. Il y a eu, il y a 1 an et demi à peu près, une conférence à Rustrel sur quelle défense pour la France. Et quand j'ai vu l'affiche de cette conférence, c'était un canon qui tenait. Et j'avais dit aux responsables qui organisaient cette conférence que la sécurité, c'était pas le canon qui tonne, mais c'était pouvoir manger à la faim pour tout le monde, à sa faim pour tout le monde, pour avoir une éducation pour tout le monde, instruction et éducation pour tout le monde, pour pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de l'humanité. C'est ça la sécurité. Et il m'a traité de naïf. Je suis aujourd'hui particulièrement heureux d'avoir été débarrassé de ma naïveté par M. Badi. C'était magnifique. Ça fait du bien. Voilà. Pas ramener, mais ce qu'on disait, que l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est pas la même chose. Voilà. C'était très bien. On a entendu un point de vue qui était très intéressant. Et très clair. Très clair. Très clair. Quand même. Moi, j'ai bien apprécié certaines interventions, je suis allée leur dire d'ailleurs. Le monsieur, on ne se sent peut-être pas très bien exprimé, mais ça valait le coup d'être entendu sur le point de vue de la sécurité sociale, la sécurité alimentaire. Parce que si tu n'as pas ça, ben c'est le conflit assuré. Et puis aussi la lutte des classes, quoi. Non, mais ce n'est pas le propos de M. Badi. On n'est pas exploré ce qui a été dit au tout début, que la paix, c'est la santé sociale, c'est-à-dire le sens de la communauté. Le commentaire, c'est la paix, c'est un besoin aussi vital que de boire de l'eau à la source ou que de manger à sa faim. Voilà. Et que ça, c'est faire une humanité vivable, c'est essentiel. Et que la paix, c'est un besoin vital. Qu'est-ce que vous dites? Rien, je vends des livres, je ne parle pas. C'est fort passionnant et enrichissant. Voilà, je vais peut-être même acheter le livre maintenant.